Et si je vous disais que le plus grand piège des projets informatiques, c'est précisément de vouloir répondre à tous les besoins exprimés par les métiers. Peu importe le coût, peu importe les conséquences. Pourtant, on continue à se répéter ce même axiome, le métier décide et l'informatique suit. C'est une affirmation souvent partagée en entreprise qui semble relever du bon sens. Après tout, n'est-ce pas le besoin des clients qui guide les évolutions des applications, des processus et les transformations des entreprises? Et si on se trompait depuis le début? Aujourd'hui, je vous propose de remettre en question cette croyance. Nous allons explorer ensemble pourquoi votre système d'information ne peut pas et ne devrait pas répondre à toutes les demandes métiers. Et surtout, comment identifier les vraies limites pour arrêter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie sur des voies sans issue. Car au fond, le vrai problème ne serait-il pas ailleurs? Peut-être que les directions de métier ne sont tout simplement pas en mesure d'exprimer et de choisir les besoins ayant le plus de valeur pour l'organisation. Quand on y réfléchit bien, les organisations passent une part importante de leur temps et de leurs ressources à déployer des applications et à les faire évoluer. C'est une activité complexe, difficile, qui se confronte rapidement aux limites des solutions et aux besoins croissants des entreprises. Mais quand on parle d'intégration d'applications, on pense souvent à de la programmation sur mesure, à un développement from scratch. En réalité, dans la majorité des projets, ce n'est pas le cas. On s'appuie sur des solutions déjà conçues, proposées par des éditeurs. On parle alors de logiciels sur étagère. Si je devais définir un logiciel sur étagère, je dirais que c'est une application commerciale prête à l'emploi, conçue et supportée par un éditeur permettant de répondre aux besoins et aux exigences d'un marché. Pour le client, les avantages d'un logiciel sur étagère sont multiples. En premier lieu, parce que toutes les entreprises n'ont pas les moyens de disposer d'équipes de développement. Ensuite, cela permet de gagner du temps en ne repartant pas de zéro. Et enfin, le coût total du développement est mutualisé. Il est réparti sur l'ensemble des clients et non porté par une seule entité. Mais tout ça, c'est la théorie. La réalité est souvent différente. Comme je l'ai évoqué, les taux d'échec des projets informatiques restent très élevés. L'intégration de grands systèmes comme des ERP reste extrêmement difficile et bien plus coûteuse que les prévisions initiales. L'ERP Oracle Fusion ayant conduit la ville de Birmingham à la faillite est une bonne illustration d'une réalité plus complexe. Si cette histoire vous intéresse, je vous invite à suivre le lien de cette vidéo en description. Ces applications sont par nature standardisées. Choisir une telle solution, c'est accepter ses principes, ses logiques, ses standards. Nous mettons le doigt sur une première limite d'adaptation du système d'information quand il intègre des applications sur étagère. Les métiers doivent s'y adapter et non l'inverse. Et si cela peut sembler rigide, il faut aussi intégrer la capacité d'une solution à être paramétrable. Quand un fournisseur de solutions répond à un appel d'offres, il évalue les besoins du client au regard des possibilités de paramétrage de son outil. Et les projets d'intégration consistent, entre autres, à paramétrer la solution pour répondre autant que possible aux besoins du client. Mais il y a toujours une limite à ce qu'une solution peut faire, et souvent la complexité des projets réside dans l'acceptation de ces limites et dans la capacité de l'organisation à s'y adapter. D'où l'importance cruciale de la phase d'étude et d'appel d'offres, c'est-à-dire choisir une solution qui répond aux besoins structurels sans se laisser distraire par ce qui est accessoire, du moins dans un premier temps. Et notez que le prix devient accessoire quand une solution n'est pas adaptée. Parfois, mieux vaut rester à quai si le train ne part pas dans la bonne direction. Pour autant, il est difficile de prévoir à l'avance ou de trouver la solution parfaite qui coche toutes les cases. Si certains besoins importants ne sont pas couverts, l'éditeur pourra évaluer l'apport de ces développements. Et s'il le juge opportun, pourra les intégrer dans sa roadmap produit et peut-être même revoir ses priorités de développement lors des phases de négociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le produit est jeune, l'éditeur souhaitera aiguiser sa connaissance du marché et aura besoin de retour terrain. Il sera plus enclin à intégrer de nouvelles fonctionnalités et la contrepartie sera d'accepter d'utiliser un produit moins mature et assumer la probabilité d'essuyer quelques plâtres. A l'inverse, si le produit est mature, il est peu probable que l'éditeur intègre les demandes d'évolution, du moins à court terme. Enfin, même quand les besoins d'un client ne sont pas couverts par le standard de son application, tout n'est pas encore perdu. Certains éditeurs, même s'ils se font de plus en plus rares, offrent la possibilité de développer des composants spécifiques, taillés sur mesure, pour répondre aux besoins de certains clients. Une application repose sur des choix et des décisions prises par l'éditeur, des socles technologiques, des architectures techniques et une logique métier. Cet ensemble de choix est guidé par la stratégie de l'éditeur, sa proposition de valeur lui permettant d'adresser un marché de manière unique. Et cela admet nécessairement des contraintes et des compromis. Et dans le cas où le besoin du client ne peut pas s'inscrire dans le socle, il peut rester la possibilité de développer un composant dédié pour y répondre, qu'on appelle généralement un spécifique. Voici la définition que je vous propose.
Un spécifique est un composant qui ajoute des fonctionnalités ou modifie le comportement d'une application. Non intégré au cœur standard, il est conçu pour répondre à des besoins propres ou à des contextes particuliers. S'il était plutôt courant de développer de tels composants, la pratique se raréfie, car le développement et l'évolution de spécifiques n'est pas neutre, ni pour le client, ni pour les éditeurs. Côté client, s'il permet de répondre au moins partiellement aux besoins, notez que les coûts seront généralement conséquents et les limites fonctionnelles importantes. Pour l'éditeur, sur le long terme, ce n'est pas vraiment rentable car un spécifique est une verrue qui draine de la dette technique. Le cœur d'une application est en évolution permanente et la capacité à délivrer vite et bien est une dimension stratégique pour rester compétitif. Mais quand on crée des composants dépendants, ils ralentissent les cycles de développement car il devient nécessaire d'assurer leur compatibilité avec le standard. Ce sont des coûts, tant pour l'éditeur, mais aussi pour le client qui doit en assumer le développement. Enfin, il ne faut pas négliger le risque d'une incompatibilité avec une future version majeure, avec un éditeur qui pourrait faire le choix, à un moment donné ou à un autre, que cela n'est plus rentable et n'en vaut plus la peine. Et nous touchons du doigt une nouvelle clé permettant de comprendre pourquoi les éditeurs sont de plus en plus frileux à s'adapter aux besoins particuliers des métiers de l'entreprise. Le choix d'un tel développement doit donc être bien mesuré. Et si l'on arrive à une impasse, la solution réside peut-être dans le développement d'une application entièrement sur mesure. L'industrie informatique évolue de manière cyclique. Au début des années 2000, la tendance était à l'externalisation et à l'intégration d'applications sur étagère. Mais depuis quelques années maintenant, on observe de nombreuses organisations réinternaliser le patrimoine applicatif et notamment celui lié au cœur de métier. Si cela peut sembler à première vue coûteux, cela s'explique pour plusieurs raisons. Il peut être tout d'abord stratégiquement opportun pour une organisation de maîtriser et contrôler toute la chaîne de développement de ses applications stratégiques. Et si les coûts de développement peuvent sembler importants, ils sont maîtrisés et sont intégrés dans le patrimoine de l'entreprise. Un abonnement, s'il est très pratique, devient doucement mais sûrement de plus en plus coûteux. Et plus son usage et son intégration sont profonds, plus la dépendance avec l'éditeur sera forte. De fait, le choix de développer ses propres solutions en interne devient une pratique qui pouvait sembler marginale et inaccessible il y a quelques années, devient une option stratégique plutôt courante. Et ce, même si la tâche reste très difficile et n'est pas sans risque. Pour explorer ce point, revenons aux origines des méthodes du génie logiciel, encore majoritaire il y a quelques années, dont l'objectif était d'industrialiser et de maîtriser le processus de développement. Dans un environnement contraint en termes de ressources et de temps, la pratique voulait que l'expression du besoin se formalise dans un cahier des charges. Les équipes de développement, qu'elles soient internes ou externes, évaluaient le besoin, le chiffraient et s'engageaient à livrer le programme dans un délai donné. Une fois le go lancé, la phase de développement pouvait commencer. Puis, après des mois, voire des années de développement, le logiciel était livré et les phases de test pouvaient démarrer. Si les méthodes semblaient théoriquement très rationnelles, dans la pratique, elles aboutissaient à de nombreux écueils. Une entreprise peut être vue comme un système instable du fait de sa constante évolution. Ainsi, les besoins formalisés comme prioritaires à la conception d'un outil auront certainement évolué au cours du temps. Et à cette époque, il n'était pas rare que des pans entiers de fonctionnalités aient été développés pour rien. Ce phénomène plutôt banal s'appelle l'effet tunnel. Heureusement, la situation a évolué, les méthodes itératives se sont imposées avec des cycles de plus en plus courts jusqu'aux méthodes agiles. Sur le papier, elles doivent permettre d'éviter cet effet tunnel en répondant en continu aux besoins de l'entreprise. Mais dans la pratique, c'est plus difficile. Il faut bien comprendre que les coûts restent très importants et cette approche nécessite des équipes expérimentées ainsi qu'un certain niveau d'outillage pour publier en continu. Sans compter la difficulté du passage à l'échelle dans les grandes ou les très grandes organisations. Concrètement, passer du développement d'une application isolée est une chose, développer une multitude d'applications interconnectées dont il faut traiter des besoins en concurrence voire contradictoires reste toujours un défi majeur. Malgré les avancées permises par les pratiques dites agiles, la réussite des projets est loin d'être garantie avec des taux d'échec qui restent importants. Les méthodes devraient rester des moyens au service des objectifs de l'entreprise. Or, depuis quelques années, on voit de plus en plus d'organisations implémenter l'agilité comme une fin permettant de maximiser la productivité et de déployer le plus de features possibles répondant à un backlog de besoins infinis. De l'autre côté du spectre, nous avons des directions métiers sachantes, la tête dans le guidon qui formalisent et transmettent des besoins immédiats, avec la difficulté de s'inscrire dans un ensemble global dont on ne maîtrise pas les contraintes. L'entreprise en tant que système ayant des ressources limitées et à l'intérieur, le système d'information qui n'a cessé de se complexifier exponentiellement. Souvenez-vous, le métier décide et l'informatique suit. La réalité, c'est que le SI est la plupart du temps la fonction la plus complexe des organisations, souvent vitale au cœur de métier. Mais paradoxalement, elle est souvent sous-estimée et sous-financée, au moins jusqu'au moment où des difficultés ou des incidents importants se produisent. Finalement, derrière les choix des parties
parties prenantes des product owners l'agilité à industrialiser l'ostracisation des équipes de développement. Elles sont concentrées uniquement sur la mise en œuvre des besoins de court terme, déconnectées voire déresponsabilisées des enjeux de l'entreprise. D'un autre côté, si les métiers de l'entreprise ne comprennent pas vraiment ce qu'est un système d'information et ses implications, c'est aussi parce que les informaticiens n'arrivent pas à l'expliquer ni à le vulgariser. D'autant que les SI des entreprises d'aujourd'hui n'ont vraiment plus grand chose à voir avec ceux d'il y a quelques années. C'est un peu comme l'électronique dans une voiture. Au début, il n'y en avait tout simplement pas. Puis les premiers ordinateurs de bord sont apparus, d'abord minuscules, cantonnés à quelques fonctions comme l'injection du moteur ou à loguer les informations permettant de suivre l'entretien du véhicule. Aujourd'hui, une voiture électrique moderne, c'est un ordinateur. Les organes du véhicule ne sont plus analogiques, tout est numérique et l'innovation passe pour beaucoup par l'optimisation des algorithmes. Les SI des entreprises ont suivi le même chemin. S'il y a quelques années, le système d'information et la DSI pouvaient être perçus comme une fonction support et un centre de coût qu'il fallait minimiser, aujourd'hui, c'est le système névralgique de la plupart des organisations. Et à la différence d'une voiture que vous pouvez simplement remplacer, un SI doit évoluer, se transformer avec les contraintes des composants existants, même les plus anciens, tout en maintenant un fonctionnement H24, 7 jours sur 7. Et pour comprendre la difficulté, imaginez changer petit à petit les organes d'une ancienne voiture, d'un ancien véhicule, tout en continuant à rouler. Mais revenons à nos métiers sous pression. Ils sont poussés par la face immergée de ce que montre le marché et la concurrence. Et souvent, à défaut d'avoir une vision novatrice, nous dupliquons ce que nous voyons. Cela induit à exprimer une infinité de nouveaux besoins qu'il faut délivrer le plus rapidement possible, de peur de se faire doubler. Cette multitude de besoins sature rapidement les chaînes de développement. Et si les équipes sont organisées et isolées pour délivrer toujours plus vite, elles le sont rarement pour s'approprier les enjeux de l'entreprise. Et dans la pratique, la multitude amène à développer des monceaux de fonctions qui conduisent à l'éparpillement et ne permettent pas à l'entreprise de se différencier. On essaie d'être bon partout, comme tout le monde, alors qu'au final, on ne l'est nulle part. Et si cela semble caricatural, ces situations sont fréquentes et la cause de crispations finalement assez banales dans les entreprises. Les commanditaires n'ont pas l'impression d'en avoir pour leur argent, les métiers en première ligne des clients sont frustrés de ne pas être entendus ou beaucoup trop tard, et en bout de chaîne, les équipes de développement s'épuisent à remplir une mission impossible et à faire des claquettes pour prioriser un backlog infini et instable. Et tout ce beau petit monde n'a plus la vision du véhicule dans lequel il évolue. On développe, on ajoute toujours plus de fonctions que l'on en retire, et petit à petit, sans s'en rendre compte, on accouche d'un système à la Frankenstein. Un monstre qui se fragilise et devient de plus en plus difficile à transformer. Et cela se vérifie. Si l'on interroge les organisations, la majorité considère que leurs investissements, souvent chiffrés en millions, ne délivrent pas la valeur attendue ou ne répondent pas complètement aux besoins. Mais prenons un peu de distance, interrogeons-nous sur la cause de cette problématique et creusons des hypothèses a priori contre-intuitives. Et si le problème ne venait finalement pas de la mise en œuvre technique? Souvenez-vous, la tendance des services et des composants sur étagère est de ne pas se tordre pour répondre à tous les besoins. Comment appliquer ces principes pour nos développements internes? De l'axiome l'informatique s'adapte aux besoins des métiers, doit-on passer à une logique où ces derniers intègrent les limites des systèmes de l'entreprise et par extension celles du SI? Mais les systèmes étant devenus tellement complexes, n'est-il pas trop difficile pour des non-experts d'appréhender ces limites techniques? Allons plus loin, et si le problème venait en réalité des besoins exprimés? Et si la multitude cachait l'incapacité à exprimer des bons besoins, c'est-à-dire ceux qui seraient les plus utiles en termes de productivité et de valeur client? Formaliser les bons besoins du point de vue de l'entreprise est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Comment être sûr que la voie que nous empruntons est celle qui satisfera les clients, qui apportera le plus de productivité, qui permettra de se démarquer de la concurrence ou qui ouvrira de nouveaux marchés? Et si on peut essayer de rationaliser d'une façon ou d'une autre, au bout du compte, cela restera la subjectivité de quelques sachants, restreinte par le prisme de ce qui est connu. Car dans la course à la différenciation, il faut garder en tête que, souvent, les personnes ne savent pas ce qu'elles veulent, jusqu'à ce qu'on leur montre. Cette citation prêtée à Steve Jobs illustre bien le fait que suivre l'expression d'un besoin ne garantit pas la voie de l'innovation ni de la réussite. C'est la concrétisation qui permet de se rendre compte si ce que l'on imaginait fonctionne vraiment. On se rend compte alors que dans un projet de développement ou une transformation, être guidé par la définition des seuls besoins est précaire. Il manque quelque chose. Quand une organisation intègre une application sur étagère, elle doit embrasser son socle natif, intégrer la logique métier et opérer les adaptations nécessaires, quitte à devoir changer son fonctionnement et ses processus internes.
Et si l'organisation porte une spécificité à un endroit, il faut considérer les apports de valeur dans leur globalité. On ne sort jamais totalement gagnant en intégrant une solution. Il y a bien évidemment des gains, mais aussi des compromis qu'il faut assumer. Si l'entreprise n'est pas en capacité de s'adapter, c'est que l'analyse et le choix en amont n'étaient pas les bons. De fait, le premier moment clé des projets d'intégration d'un logiciel sur étagère est celui qui précède le début de l'intégration, c'est-à-dire la phase qui va étudier le marché et déterminer la meilleure solution dans son contexte. C'est un moment long, coûteux en analyse, mais qui ne doit pas être négligé et apporter les garanties d'adéquation de la solution avec la trajectoire des métiers et la stratégie de l'entreprise. Il faut bien comprendre qu'une fois dans le train, il sera très coûteux de s'arrêter et quasiment impossible de faire marche arrière. Enfin, si les standards ne sont pas des choix opportuns, il peut convenir de développer ses propres actifs numériques. Mais nous l'avons vu, le développement d'applications innovantes guidées par l'expression des besoins, que cela soit par les clients ou les métiers, est instable, difficile et même parfois hasardeux. Alors, au lieu de se limiter aux besoins, il peut être opportun d'orienter la réflexion vers la compréhension des difficultés et des problématiques de ses clients. La différence est subtile mais importante car elle permet d'ouvrir tous les chakras de l'entreprise. Les problématiques non résolues de votre marché sont autant d'occasions de vous différencier et chaque friction ou problème interne est une opportunité d'amélioration ou de gain de productivité. Pour les identifier, les analyser et comprendre quelles en sont les causes profondes, il sera opportun de s'appuyer sur l'intelligence collective en commençant par les équipes au contact du terrain, des clients et des marchés. Cela peut être à travers des centres d'appel, des services clients, des forces commerciales et toutes les directions ayant bâti une relation de confiance avec ses clients. Et si l'entreprise est en phase de démarrage, il ne reste qu'à décrocher son téléphone, aller au contact du client pour comprendre et vérifier ses hypothèses. Attention, il ne s'agit pas de recueillir des besoins hypothétiques, mais bien d'en comprendre les problèmes. À l'époque des diligences, les clients auraient demandé des chevaux plus rapides, certainement pas une automobile qui n'existait pas encore. En regardant la réalité des problématiques et les sous-jacents, il sera possible de mobiliser toute l'entreprise pour essayer de trouver comment adresser la meilleure approche pour y répondre. Pour nos diligences, la problématique est de se déplacer toujours plus vite avec un sous-jacent de perdre le moins de temps possible. Et pour résoudre ce problème, des entreprises ont inventé les trains, les voitures, les avions et peut-être demain des fusées pour les plus longues distances et probablement des véhicules autonomes pour les plus courtes. Bien sûr, cela passe par l'état de l'art et les possibilités permises par les nouvelles technologies. Il est donc important de mobiliser les équipes de la DSI comme porteurs d'innovation. Si vous n'êtes pas dans les métiers de l'informatique, vous ignorez peut-être que la grande majorité des équipes tech maintiennent une veille active sur l'évolution de l'industrie. Et si la DSI doit rester garant du bon fonctionnement de l'existant, en limitant certaines voies, elle pourra également ouvrir de nouveaux chemins, de nouveaux possibles que l'on n'avait pas imaginés jusqu'alors. Une fois que nous avons défini les problèmes que nous souhaitons résoudre, que nous reste-t-il ? Faut-il mettre la définition des nouveaux besoins définitivement à la poubelle ? Évidemment non. Se positionner stratégiquement sur la résolution d'un problème permet d'en donner le cap, le pourquoi on fait les choses. Et cela donnera du contexte pour prioriser et répondre au mieux aux besoins qui seront exprimés. Concrètement, si le besoin est une série de nouveaux boutons dans un formulaire, je vais développer une série de boutons dans un nouveau formulaire tel qu'on me l'a demandé. Et si par contre je sais que c'est dans le contexte de résolution d'un problème d'ergonomie, de productivité ou d'une fonction manquante, ma réponse ne sera pas tout à fait la même et toutes les parties prenantes seront orientées vers la solution pour résoudre au mieux ce problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous donnera des clés de réflexion. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un de votre entourage. Pensez à vous inscrire à ma nouvelle chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui 32 et donc je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Stéphane Lopez, salut.